La Cour, veuillez vous lever. Celui-ci. L'audience criminelle est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Avant tout, pour remercier la direction de l'ERAJ, Monsieur le Président, Madame la Directrice, pour leur soutien et leur accueil. Et nous allons commencer donc par la première affaire, si vous voulez bien, le ministère public contre Monsieur X, dit Fantomas. Je vais d'abord procéder à un rappel des faits, à la suite de quoi aura la parole Monsieur l'avocat général ici présent, l'avocat de la défense, maître. Les assesseurs pourront poser une ou deux questions pour laps de temps à la suite de ces plaidoiries. Nous délibérons ensuite et rendrons notre verdict à la fin de cette audience. Attendu qu'il ressort de la procédure d'instruction la présentation des faits suivants. Par une ordonnance de mise en accusation, le juge d'instruction a renvoyé M. X dit Fantomas devant la cour criminelle de l'ERAJ des chefs d'accusation suivants. Association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit, assassinat, meurtre aggravé, vol aggravé, délit de fuite, administration de substances nuisibles et violence volontaire. Le 11 avril 1964, des bijoux étaient dérobés par un prétendu Geoffroy Shelton au sein de la boutique Van Cleef à Paris. Le mode opératoire consistait en un chèque à encre s'effaçant au bout de quelques minutes. Le préjudice était estimé à 5,5 millions de francs. Un journaliste enquêtant sur l'accusé, lequel s'était auparavant vanté auprès de la presse de méfaits qu'il avait commis, était enlevé par les hommes de main de Fantomas. Ce dernier le menaçait de mort s'il ne s'exécutait pas dans les consignes qui lui étaient données, en l'espèce rédiger des articles présentant l'accusé sous un jour favorable. Devant la persistance d'articles défavorables, l'accusé faisait enlever M. Fandor, journaliste et partie civile, une seconde. Les services d'enquête tentaient des stratagèmes afin d'appréhender le malfaiteur, et notamment un faux défilé de mode avec des mannequins parés de bijoux de grande valeur. L'accusé faisait à cette occasion inhaler du gaz toxique aux services d'enquête pour tromper leur vigilance et s'emparer du butin. Au cours d'une course-poursuite, Fantomas portait atteinte à la vie de 2 agents de police et s'enfuyait sur une moto puis sur une embarcation au large des côtes. En 1965, l'accusé décidait d'enlever un professeur de sciences et annonçait sa volonté de gouverner le monde via un rayon télépathe permettant de contrôler la pensée humaine. Il parvenait à enlever le collègue de ce professeur afin de parvenir à ses fins, étant précisé que les faits se sont déroulés en Italie. Il enlevait également le commissaire Juve, fonctionnaire de police chargé de son arrestation, ainsi que 2 journalistes, en leur faisant inhaler à leur insu du gaz soporifique. Il s'adonnait à des actes expérimentaux sur leur personne, en l'espèce de tentatives de contrôle de leur pensée vers les télépathes. Parvenant à s'échapper, les prisonniers réussissaient à quitter les lieux. Fantomas échappait à nouveau à ses juges en s'envolant au moyen d'une voiture volante. En 1967, Fantomas commettait de nouveaux méfaits à l'étranger. Il inventait un impôt sur le droit de vivre, soutirant des sommes d'argent importantes à des personnes fortunées. À défaut de paiement, les victimes étaient tuées. Un lord écossais, Lord McRushley, subissait ce chantage et invitait le commissaire Juve ainsi que les journalistes Fandor et Madame Hélène à venir confondre le malfaiteur chez lui en Écosse. Fantomas tuait finalement le lord écossais dans sa demeure et prenait son apparence. Il faisait placer des cadavres dans la chambre du commissaire Juve pour le rendre fou. Il poursuivait son œuvre en faisant croire que le lord écossais était toujours vivant, afin de subtiliser davantage sa fortune par l'intermédiaire de ses poches. Il s'échappait à nouveau du château écossais à bicyclette après avoir fait croire à sa mort. Appréhendé sur test ADN à l'aéroport de Glasgow, après des années de cavale et de silence, il était reconnu après avoir été confondu avec un certain Xavier Dupont de Ligonnès. Présenté à un juge d'instruction, il gardait le silence tout le temps de l'instruction. Il était renvoyé devant la cour criminelle de l'ERAJ, le juge d'instruction ayant estimé qu'il existait suffisamment de charges contre lui, et après une procédure d'instruction longue de près de 40 années. M. X dit Fantomas est né à une date inconnue. Son casier judiciaire ne fait état d'aucune condamnation à ce jour. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Nous allons donc donner maintenant la parole à Monsieur l'avocat général. Je vous demanderai de ne pas l'interrompre et de le laisser terminer ses réquisitions. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les assesseurs, certains hommes sont sans but logique. On ne peut les acheter, les intimider, les raisonner ou négocier avec eux. Certains hommes veulent juste voir le monde brûler. Fantomas est bien pire encore. Il a pour objectif la domination mondiale et la richesse absolue.
Comme nous allons le démontrer, il ne recule devant aucun obstacle pour arriver à ses fins. Avant toute chose, il est utile de préciser que, conformément à l'article 113-6 du Code pénal, votre juridiction est compétente pour statuer sur les faits, même commis à l'étranger, par Fantomas. S'agissant ensuite du statut de l'accusé durant les infractions relevées dans le cadre de l'enquête, Fantomas était tantôt auteur des faits incriminés, tantôt donneur d'ordre, ce qui, par définition, implique des petites mains pour commettre les méfaits. Il n'est donc pas possible ici de nier l'existence d'une véritable organisation avec d'autres complices. Comme le rappelait si bien Pierre Souvestre, les faits sont ce qu'ils sont et il convient de les prendre pour tels. Il ressort alors des faits précédemment rappelés que l'accusé a sombré dans la criminalité. Ayant déjà commis quelques méfaits, le premier coup d'éclat de l'accusé a été de causer un préjudice matériel d'une valeur de 5,5 millions de francs en subtilisant frauduleusement des bijoux. On ne parle pas ici d'une vol d'une miche de pain afin de nourrir sa famille ou d'une personne qui aurait oublié de payer ses courses en sortant du supermarché. Des personnalités politiques de partis historiques ont même pu quémander pour un montant analogue. C'est dire. L'accusé a frappé fort, étant animé par une réelle volonté de s'accaparer des richesses pour s'emparer ensuite du monde et financer ses sombres desseins. Bon, je vous le concède, cette infraction n'a pas vocation à emporter une sanction de l'extraordinaire gravité de ce que je vais avoir l'honneur de requérir aujourd'hui. Le problème rencontré dans notre cas, c'est la dégringolade morale de l'accusé qui ne s'est malheureusement pas arrêtée là. L'accusé a été donneur d'ordre dans l'enlèvement de M. Fandor, un journaliste allant même jusqu'à le menacer de mort, à défaut de publication dans son journal d'un article qui l'encenserait. Quelle personne peut être aussi égocentrique? Je ne vous parle pas du fait de vouloir être bien perçu de tous, en améliorant son apparence par le biais d'artifices qui ne causent de tort qu'à la réalité. Je vous parle ici d'une action de manière violente. Et dire simplement violente est un doux euphémisme en l'espèce. Une action de manière violente à l'encontre de l'un des représentants du quatrième pouvoir pour l'avoir dépeint pour ce qu'il est. Quel individu menace un journaliste de mort pour que soit dressé de lui un portrait héroïque? Non content de cette seule expérience, il a réitéré, en enlevant et séquestrant un scientifique, en vue de s'approprier l'un des projets sur lequel il travaillait, pensant dominer le monde avec un rayon télépathe. Les attentes à la sécurité et à la libre circulation des personnes ne sont donc pas dans cette affaire un cas fortuit et isolé. Fantomas savait ce qu'il faisait. Il a ensuite pu administrer des gaz toxiques et soporifiques à plusieurs reprises aux forces d'enquête qui étaient présentes sur les lieux de ces différentes infractions. Notamment, on pense à des officiers de police, assermentés et dépositaires de l'autorité publique. Bien que les gaz n'aient pas coûté la vie aux personnes intoxiquées, nous ignorons toutefois les effets à long terme sur leur santé et il conviendra de ne pas banaliser ces faits odieux. Fantomas savait ce qu'il faisait. Pour parachever la décadence infractionnelle de l'accusé, il conviendra de rappeler enfin le point de non-retour qui a été atteint par Fantomas lors de ses méfaits. L'individu qui a refusé de se tenir devant vous aujourd'hui, mesdames et messieurs de la Cour, a effectivement franchi une ligne rouge. Cette ligne rouge, à partir de laquelle on ne peut pas réparer le mal qu'on a causé. Cette ligne rouge qui conduit inexorablement à l'escalade de la violence, ainsi qu'au sentiment qu'il n'y a plus rien à perdre à s'enfoncer davantage dans les méandres du nihilisme. L'accusé a porté atteinte à l'intégrité physique de personnes, notamment lors d'accidents de la circulation consciemment provoqués, et allant même toutefois, dans certaines hypothèses, jusqu'à retirer la vie à des personnes. On pense d'abord aux agents de police qui ont été mortellement blessés lors de sa fuite. On songe ensuite à l'assassinat de M. McRashley, commis par l'accusé pour prendre son apparence et subtiliser sa fortune au nez et à la barbe des services d'enquête. Un subterfuge digne des plus grands romans de Gaston Leroux, mais ne vous y trompez pas,
Il n'a rien d'un Ballmeyer. Nul besoin dans notre affaire d'un rouletabille au sens aiguisé pour mettre au jour ces ruses grossières qui ne sauraient lui permettre d'échapper encore à la justice. Il est ici impossible de nier la préméditation du meurtre commis, celui-ci n'étant qu'une étape dans le projet machiavélique de Fantomas. Fantomas savait ce qu'il faisait. Par appât du gain, Fantomas a froidement tué l'ami de M. Macrashley, puis M. Macrashley en personne, avant d'en prendre l'apparence, de s'amuser à disposer les 2 cadavres dans la chambre du commissaire en charge de l'enquête, de les en retirer pour le rendre fou. S'amuser, c'est bien l'une des notions ici à retenir. S'amuser avec le corps de personnes auxquelles il a ôté la vie. Jouer avec leurs dépouilles. S'en servir pour bafouer les droits au respect dû aux défunts. S'il vous faut une preuve de l'absence totale de remords et d'humanité chez l'accusé, c'est bien celle-là. S'il vous faut une preuve de la nécessité absolue d'empêcher Fantomas de nuire, ce qu'il ne manquera pas de faire, c'est de cela dont il s'agit. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les assesseurs, il est ici légitime de se questionner. Qui peut commettre ces impardonnables méfaits et soutenir son propre regard dans le miroir? Qui peut infliger toutes ces peines et continuer ses agissements, le menton haut, l'air indifférent, sans la moindre grimace qui trahirait un quelconque regret, sans la moindre empathie qui démontrerait une seule once d'humanité? La réponse, vous la connaissez. Un monstre. Voilà ce qu'il est. Un être machiavélique qui n'a aucun respect pour la justice, ni aucun regret, à tel point qu'il n'a même pas daigné être présent devant vous aujourd'hui. Combien d'autres crimes faudrait-il pour enfin se décider d'empêcher cet être abominable de nuire? Je le répète une dernière fois, Fantomas savait ce qu'il faisait. J'attire votre attention sur le fait que, dans cette affaire, la privation de liberté ne serait pas qu'une sanction. La privation de liberté serait également l'unique moyen de faire barrage à la folie destructrice de cet individu dénué de tout sens moral. La privation de liberté serait l'unique possibilité qui nous est offerte d'empêcher Fantomas de porter à nouveau atteinte au bien, mais aussi et surtout à la santé et à la vie d'autrui. C'est pourquoi, Monsieur le Président, il résulte de l'information et de la procédure des éléments suffisants permettant de constater la réalité des faits reprochés à M. Fantomas, à savoir association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit, vol aggravé, violence volontaire, administration de substances nuisibles, assassinat et meurtre aggravé. Dès lors, nous requérons à l'encontre de M. Fantomas la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, motivée par la gravité des faits et la nécessité de neutraliser un individu qui n'aurait aucune difficulté de réitérer ses actes, comme il a pu le montrer par le passé. Bien sûr, merci, monsieur l'avocat général. Maître, vous avez la parole. Et vous êtes prié de ne pas interrompre. Avocat de défense. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les assesseurs, mon client fait l'objet d'un très grand nombre d'infractions. Il est coupable, selon l'avocat général, de tous les maux, de toutes les infractions de 1964 à nos jours. Et je m'étonne que parmi toutes ces infractions, de ne pas voir l'assassinat de Kennedy, tant qu'on y est. Depuis le début, mon client est présumé coupable. Il est indiqué, selon l'avocat général, qu'il est un criminel, un être machiavélique. Mais dans ce dossier, ce qu'il manque, c'est des preuves. Et des preuves, il n'y en a pas. Je ne m'attarderai pas sur l'ensemble des infractions, dont le dossier est d'une longueur, mais je vais m'attarder sur trois éléments, sur trois faits, qui, je l'espère, vous démontreront le vide intersidéral de ce dossier. Le premier dossier, il s'agit du vol de bijoux. La première chose qui saute aux yeux, c'est la prescription. Et ça, même un L1 saurait.
le dire que la prescription est acquise. En effet, le vol a eu lieu le 11 avril 1964. Mais si d'aventure la Cour décidait d'écarter la prescription, je vais m'attarder sur les faits. Les faits, quels sont-ils? L'auteur du vol a fourni un chèque dont l'encre s'est effacée. Le chèque était d'un montant de 5,5 millions de francs, une somme coquette, je dois l'avouer, pour laisser place à une inscription. Par un procédé ingénieux, cette inscription, quelle était-elle? 8 lettres, Fantomas. Et il n'en fallait pas plus pour l'accusation pour dire que mon client était l'auteur de ces faits. Telle l'affaire Omar m'a tué, ils n'ont pas cherché plus loin. En effet, pourquoi chercher plus loin puisque le chèque indique Fantomas? Mais où est la complice? Où est le butin? Il n'y a pas d'éléments matériels dans ce dossier. Le bijoutier lui-même n'est pas parvenu à décrire mon client. Et à cela, l'avocat général balaie d'un verre de main en disant qu'il avait un masque, qu'il était grimé, qu'il utilisait un certain nombre d'artifices pour reprendre ses propos. Mais où sont ces artifices? Où sont les éléments de preuve? Le dossier est vide, encore une fois. Il y a un élément qui n'a pas été relevé par l'avocat général et il s'agit de l'enlèvement du commissaire juge. Commissaire que vous retrouvez ici, mais je peux vous donner son visage à la cour. Et ces éléments sont très importants, vous verrez. Il s'agit du commissaire juge et de mon client. Mon client n'a pas daigné se mettre devant vous, se présenter devant vous. Et pourquoi? Car le commissaire juge s'est lancé dans une campagne de dénigrement. En effet, à une heure de grande écoute, devant la télévision et devant tous les Français, il a indiqué que Fantomas était l'ennemi public numéro 1. Pire encore, et là je cite le commissaire Juve, « Tremble, Fantomas, tu peux avoir 100 visages, tu n'as qu'une seule tête. » Et c'est là des menaces à peine voilées. Selon mon client, l'enquête est déjà pliée, il est pour lui déjà condamné. Mais pour moi, ce dossier est vide. Pourquoi? Le commissaire juge que vous voyez à présent a été identifié par ce portrait, et je me permets de me rapprocher pour vous l'indiquer. Je ne sais pas si vous pouvez le montrer à l'audience. C'est le portrait craché du commissaire juge. Et pourtant, c'est mon client qui est considéré comme l'auteur de ces méfaits. Le commissaire juge a trouvé dans mon client le parfait pigeon, le parfait bouc émissaire pour s'exonérer de l'ensemble de ces éléments. Et donc, même si je ne suis pas une conspirationniste, il apparaît curieux qu'une personne qui a été identifiée par une dizaine de personnes n'ait même pas été appelée ou ne fait pas partie des accusés de ce dossier. L'enquête est loin d'être impartiale et mon client n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence qu'il méritait d'obtenir. Selon l'avocat général, mon client est un personnage manichéen, il est des fois auteur, puis donneur d'ordre. Mais où sont ses complices? Il n'y a aucun co-accusé. Aucune personne ne fait partie de l'accusation. L'ordonnance de mise en accusation est vide. La seule personne que l'on a accusée, c'est Fantomas. Et encore une fois, où sont les preuves? Où est le butin? Il n'y a aucun élément. S'agissant, et là je reviens au vol de bijoux lors du défilé de mode, où les policiers ont été empoisonnés via un gaz soporifique. Ce défilé de mode était un stratagème mis en place par la police elle-même, afin d'attraper l'auteur de ces méfaits. Mais la personne qui a été identifiée lors de ces méfaits est bel et bien le journaliste Fandor, qui aujourd'hui
se présente comme étant une partie civile, victime lui-même d'un enlèvement de mon client. Et il est facile d'indiquer que j'ai été enlevée lorsqu'il n'y a aucun témoin, aucune preuve, pas de caméra démontrant les méfaits. Où sont les personnes qui l'ont attrapé? Il dit qu'il a été attrapé par 2 personnes. Il n'y a rien dans ce dossier. Encore une fois, Fantomas est un bouc émissaire. Il a été condamné avant même d'avoir été présenté devant vous. Le dossier est vide. On nous indique qu'il s'est enfui. Et à juste titre, imaginez-vous, rentrant chez vous, allumant la télé et voyant que vous êtes accusé par un commissaire, donc une personne qui a du poids, une autorité, comme étant un criminel. Il s'est enfui, certes avec Xavier Dupont de Ligonnès, mais celui-ci s'est enfui pendant 10 ans. Personne ne l'a retrouvé. Vous auriez fait pareil. Il a fui pour sa vie. Et on ne peut pas lui en vouloir d'avoir tenté de s'enfuir de personnes qui l'ont condamné avant même de trouver le moindre élément. Alors, on va s'attarder au droit. Et pour être condamné en droit pénal, il faut démontrer 3 éléments. Un élément légal, et cela est clair, ils sont présents. Des éléments matériels, encore une fois, comme je vous l'ai démontré, il n'y a rien dans le dossier, aucune preuve, mis à part ce chèque où il y a une vague inscription Fantomas. Mon client, rien ne lui a été épargné. Il a été accusé de toutes les infractions, de tous les maux. Il a été dépeint comme étant le mal absolu. Et je vous prie aujourd'hui de lui rendre son honneur et de prononcer l'acquittement de tous les chefs d'infraction, car rien, absolument rien dans ce dossier ne démontre sans le moindre doute la culpabilité de mon client. Merci, maître. Madame le conseiller, des questions? Oui, une question. Maître, vous justifiez la fuite de Fantomas par le fait qu'il aurait déjà été condamné, mais la Cour n'a pas encore rendu son délibéré. Alors pourquoi votre client n'est pas là aujourd'hui pour tout simplement nous dire qu'il est innocent et qu'il n'a commis aucun des faits reprochés par la Cour? Son casier judiciaire est certes vide, mais selon lui, et j'ai tenté de l'en dissuader, il est déjà condamné moralement. Il est passé devant la France entière comme étant une personne criminelle. Il a fait la une de tous les journaux comme étant une personne qui devait être rattrapée comme un criminel. Et pour lui, il n'y avait aucune raison de se présenter, car pour lui, le sort est déjà oui. Je vous remercie, maître. Monsieur le conseiller, les questions? Fantomas et Contumas. J'ai une petite question à mettre. Dans l'intérêt de la justice, est-ce que Fantomas vous aurait dit où se trouve M. Dupont de Ligonnès? C'est pas lui. Ah, c'est pas lui. Non. Je n'ai aucune information. J'aurais tenté. Alors, je vais libérer. Ah oui, voilà. Je pense d'abord qu'on peut les applaudir. Oui. Oui. Avant de dire coupable ou non coupable, moi je tenais à saluer les 2 prestations. Je ne vous avais jamais vu encore plaider. Je crois qu'Amda, je l'ai potentiellement déjà vu plaider, mais j'ai trouvé que vos 2 prestations étaient vraiment bien. Et moi, pour ma part, même si l'avocat général a été très convaincant, j'ai envie de croire en l'innocence de Fantomas, puisque son conseil l'a bien défendu. Monsieur le conseiller, votre intime conviction. Moi, je raisonne en preuve, et malgré toute la qualité du ministère public, cet exercice, je me prononcerai en faveur de la défense. Bien, le président étant mis en minorité dans cette affaire. Le code pénal, le code de procédure pénale ne demande pas des preuves, il demande au juge d'assises ou à la Cour
criminel en l'espèce, est-ce que vous avez une intime conviction? Moi, j'ai une intime conviction, d'autant plus qu'il y a 3 bandes vidéo de plus de 2 heures chacune qui montrent à chaque fois les méfaits de l'intéressé. Il ne s'en cache même pas. Donc, maître, je serais mis en minorité, mais j'aurais déclaré votre client coupable. Donc, sur ce, la Cour acquitte Fantomas de tous les chefs d'accusation contre lui. Ma foi, étonnant. Monsieur l'avocat général, vous avez 10 jours pour faire appel de cet arrêt. On garde rapproché. On garde rapproché. Rapprochez-vous de monsieur le ministre de l'Intérieur. Peut-être qu'il va changer dans les prochaines semaines, mais vraiment, rapprochez-vous de lui. Est-ce que tu restes en vie? L'audience est levée. Nous appelons l'affaire suivante, ministère public contre Scar.